L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Je demande au protocole d'escorter son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Je l'invite à prononcer son allocution devant l'Assemblée. Bismillahir-Rahman. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que le Seigneur des deux mondes soit loué et que la paix divine soit à Mohammed et aux gens de sa demeure. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'emblée, j'aimerais vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection bien méritée à la tête de la 69e session de l'Assemblée générale. J'exprime également mes remerciements à son Excellence M. Ban Ki-moon pour tous ses efforts. J'espère que la présente session de l'Assemblée générale rapprochera le monde qui se trouve dans une situation critique de la sécurité et de la tranquillité, qui est bien sûr un objectif fondamental pour les Nations unies. Monsieur le Président, je viens d'une région du monde dont de nombreuses parties sont aujourd'hui en feu à cause de l'extrémisme et du radicalisme. En effet, les extrémistes menacent nos voisins, ont recours à la violence et font couler du sang. Bien entendu, ces extrémistes ne parlent pas une seule et même langue. Ils n'ont pas la même couleur de peau et ne détiennent pas la même nationalité. Ces extrémistes sont venus au Moyen-Orient du monde entier. Cela dit, ils ont la même idéologie et cette idéologie porte le nom de la violence et de l'extrémisme. Ils ont également un objectif commun, la destruction de la civilisation, l'émergence de l'islamophobie et la création d'un terreau fertile pour une intervention plus poussée de forces étrangères de notre région. J'ai le regret de dire que le terrorisme est aujourd'hui mondialisé, de New York à Mossoul, de Damas à Bagdad, du point le plus à l'est au point le plus à l'ouest du monde, et d'Al-Qaïda à Daesh. Les extrémistes du monde se sont trouvés les uns les autres et ont lancé un appel. Extrémistes du monde, unissez-vous. Mais la question qui se pose est de savoir si nous sommes unis contre les extrémistes. L'extrémisme n'est pas un problème régional qui concernerait uniquement les pays de notre région. Non, l'extrémisme est une question mondiale. Certains États ont contribué à créer ce phénomène et ont du mal, ne sont pas en mesure d'y résister, de le maîtriser. Aujourd'hui, ce sont nos peuples qui en payent le prix. Le sentiment anti-occidental d'aujourd'hui est la conséquence du colonialisme d'hier. Les sentiments anti-occidentaux sont une réaction au racisme d'hier, d'autrefois. Certaines agences de renseignement ont armé des hommes fous qui n'épargnent personne aujourd'hui. Tous ceux qui ont joué un rôle en finançant et en appuyant ces groupes terroristes doivent aujourd'hui reconnaître leurs erreurs, car ce sont leurs erreurs qui ont conduit à la montée de l'extrémisme. Ils doivent s'excuser, et ces excuses, ils les doivent non seulement aux générations passées, mais également aux générations futures. Pour s'attaquer aux causes sous-jacentes du terrorisme, nous devons identifier ses racines et assécher ses sources, car le terrorisme
germe dans la pauvreté, le chômage, la discrimination, l'humiliation et l'injustice. Le terrorisme s'épanouit dans une culture de la violence. Pour éradiquer l'extrémisme, nous devons par conséquent propager la justice et le développement et empêcher la déformation des préceptes divins tentant de justifier la brutalité et la cruauté. La douleur est encore plus grande lorsque les terroristes font couler le sang au nom de la religion et décapitent au nom de l'islam. Ils tentent d'occulter la vérité que recèle l'histoire. Selon cette vérité, tous les prophètes de Dieu, d'Abraham à Moïse, de Jésus à Mohammed, tuer a toujours été banni, car tuer une personne revient à tuer l'humanité tout entière. Je suis donc choquée par les actes haineux de ces groupes meurtriers et le fait que ces groupes se qualifient de groupes islamiques me révolte. Ce qui est encore plus choquant, c'est que les médias occidentaux diffusent ces fausses informations, ces contre-vérités, ce qui provoque une haine de tous les musulmans. Le peuple musulman sait que Dieu est miséricordieux et nous savons que ces informations ne sont que des diffamations qui font partie d'un projet islamophobe. Les erreurs stratégiques de l'Occident au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans le Caucase ont fait de cette partie du monde un refuge pour les terroristes et les extrémistes. L'agression militaire contre l'Afghanistan et l'Irak et l'ingérence dans l'évolution de la situation en Syrie en sont la parfaite illustration. Une approche non pacifique, l'agression et l'occupation prennent pour cible les vies et les moyens de subsistance de personnes civiles et ont pour résultat des comportements imprévisibles qui se manifestent aujourd'hui sous la forme de violences et de meurtres au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce phénomène attire aujourd'hui des citoyens d'autres parties du monde. La violence se propage vers d'autres parties du monde comme le ferait une maladie contagieuse. Nous avons toujours été convaincus que la démocratie ne pouvait pas être greffée depuis l'étranger, car la démocratie est le produit de la croissance et du développement et non pas de la guerre et de l'agression. La démocratie ne saurait être un produit d'exportation qui pourrait être importé de l'ouest vers l'est. Dans une société sous-développée, la démocratie, lorsqu'elle est importée, ne saurait conduire qu'à un gouvernement faible et vulnérable. Lorsque des généraux envahissent une région, les diplomates ne peuvent pas les accueillir chaleureusement, car lorsque la guerre commence, là où la guerre commence, la diplomatie prend fin. Lorsque des sanctions sont décrétées, elles provoquent la haine contre ceux qui les imposent. C'est lorsque le Moyen-Orient sera sécurisé que nous trouverons une solution à ces problèmes. Les intérêts des pays occidentaux sont tributaires de la reconnaissance des croyances et du désir des peuples pour une gouvernance démocratique dans la région. Notre région attend beaucoup de l'avenir. La création d'Al-Qaïda, des talibans et des groupes extrémistes plus récents montrent que les groupes extrémistes ne peuvent pas combattre un État sans nous exposer aux répercussions de la montée de l'extrémisme. Et la répétition des mêmes erreurs aujourd'hui, malgré les expériences coûteuses, nous laisse perplexes. Rappelons que l'Iran avait invité chacun au dialogue avant les attentats du 11 septembre. Nous avons appelé à ce que le monde devienne un monde qui lutte contre la violence et l'extrémisme, et ce, avant le déclenchement des atrocités violentes auxquelles nous assistons aujourd'hui. Et au cours de l'année passée, nous ne savions pas que la région s'embraserait, mais
Aujourd'hui, la violence effrénée et l'extrémisme dans la région constituent une menace imminente. Et il va sans dire que sans une compréhension précise des causes de ces événements, nous ne pourrons pas trouver les bonnes solutions. Aujourd'hui, je mets en garde de nouveau contre la propagation de l'extrémisme et contre les dangers que représente une compréhension inappropriée de ce phénomène. Le Moyen-Orient aspire au développement. Il est las de la guerre. C'est le droit naturel des populations de ces terres fertiles du Moyen-Orient de vivre en paix et dans la prospérité. Par le passé, les pouvoirs coloniaux avaient privé ces populations de leurs droits et aujourd'hui, l'ombre de la guerre et de la violence plane de nouveau sur leur sécurité. Il existe des hommes politiques modérés et des élites dans notre région qui jouissent de la confiance de leur peuple. Ces personnes ne sont ni anti-occidentales ni pro-occidentales. Bien que conscients du rôle du colonialisme dans le sous-développement de leur pays, ils savent aussi que leurs pays peuvent parvenir au développement auquel ils aspirent. Ils n'ont pas absous l'Occident de ses erreurs, mais savent aussi que chacun peut faire des erreurs. Ces dirigeants peuvent prendre position en attirant la confiance de leur population dans les sociétés qui sont les leurs. Ils peuvent mettre en place des coalitions internationales et nationales solides contre la violence. La voix de ces dirigeants sont les véritables voix de la modération dans le monde islamique. La voix familière d'un Afghan fatigué de la guerre, d'un Irakien victime de l'extrémisme, d'un Syrien qui craint le terrorisme et d'un Libanais inquiet de la résurgence de la violence et du confessionnalisme. Si les pays qui se réclament aujourd'hui de la coalition continuent d'aspirer à l'hégémonie dans la région, cela constituerait une erreur stratégique. Il est évident que les pays de la région connaissent mieux leurs problèmes. Ce sont eux qui sont les mieux placés pour former une coalition. C'est à eux d'assumer la responsabilité de combattre la violence et le terrorisme. Si d'autres pays souhaitent agir contre le terrorisme, ils doivent bien entendu leur prêter main forte. Si nous ne rassemblons pas toutes nos forces pour lutter contre l'extrémisme et la violence aujourd'hui, si nous ne confions pas ces tâches au peuple de la région, demain, le monde ne sera plus sûr pour personne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'an dernier, je me suis efforcé de contribuer à la paix régionale et internationale en avançant une proposition. La proposition d'un monde qui serait contre la violence et l'extrémisme. Une proposition qui a été accueillie favorablement par tous. Dans la région tumultueuse et chaotique du Moyen-Orient, l'Iran est l'une des nations les plus stables, les plus sûres. Tous les pays de la région doivent garder à l'esprit que nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons donc intensifier la coopération dans les domaines social et politique, dans le domaine de la sécurité et la défense aussi, et ce, en vue de parvenir à une compréhension commune et durable de la situation. Si la coopération avait été plus grande au Moyen-Orient, eh bien, des milliers de Palestiniens innocents à Gaza ne seraient pas tombés sous les bombardements du régime sioniste. Pour nous, en Iran, les échanges et le renforcement de la confiance entre les États de la région constituent un élément essentiel pour le règlement des conflits. Nous appuyons par conséquent toute mesure visant à favoriser la coopération entre les pays musulmans pour lutter ensemble contre l'extrémisme, les menaces et l'agression. Et nous sommes disposés à jouer notre rôle constructif et positif comme nous l'avons toujours fait par le passé. Monsieur le Président, les sanctions oppressives qui visent l'Iran aujourd'hui s'inscrivent dans la lignée d'erreurs stratégiques, erreurs commises par le passé par certains acteurs. Au cours de l'année passée, nous nous sommes engagés dans un dialogue transparent pour
consolider la confiance par rapport à notre programme nucléaire pacifique. Nous avons lancé ces négociations non pas à cause des sanctions ou de la menace des sanctions, mais parce que c'était la volonté de notre peuple. Nous pensons que le dossier nucléaire ne peut être résolu que par la négociation. Et ceux qui pourraient envisager une autre solution commettent une grave erreur. Si nous ne parvenons pas à un accord définitif rapidement, cela augmentera les coûts d'une solution, à notre détriment, mais également au détriment de l'économie et de l'échange, et au détriment du développement et de la sécurité dans notre région. Personne ne devrait mettre en doute l'importance du compromis sur cette question, car c'est dans l'intérêt de chacun, et surtout des pays de la région. Les négociations nucléaires engagées entre l'Iran et les 5+1 se sont poursuivies au cours de l'année écoulée, avec sérieux et optimisme de part et d'autre. D'après tous les observateurs internationaux, la République islamique d'Iran a respecté ses engagements en toute bonne foi. Bien que certaines remarques et certaines mesures de nos interlocuteurs aient pu susciter des doutes quant à leur détermination et à leur réalisme, nous espérons toutefois que les négociations actuelles conduiront à un accord définitif rapidement, car nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous sommes engagés à poursuivre notre programme nucléaire pacifique, y compris les activités d'enrichissement. Nous sommes déterminés à exercer pleinement nos droits en matière nucléaire sur le sol iranien, et ce dans le cadre du droit international. Nous sommes déterminés à poursuivre les négociations avec nos interlocuteurs en toute bonne foi, négociations qui doivent être fondées sur le respect mutuel et la confiance, en essayant d'éliminer toutes les préoccupations sur un pied d'égalité et dans le respect des normes et des principes internationaux reconnus par tous. Je crois que le respect le plus rigoureux des engagements et des obligations est nécessaire aujourd'hui. Il s'agit d'une condition préalable à la réussite de ces négociations. Un accord définitif concernant le programme nucléaire pacifique iranien servira de jalon pour le début d'une collaboration multilatérale véritable, une collaboration visant à promouvoir la sécurité, la paix et le développement dans notre région et au-delà. Le peuple iranien, qui a été soumis à de fortes pressions au cours des 3 années passées, à la suite des sanctions, ne peut pas avoir confiance dans une coopération sécuritaire entre notre gouvernement et ceux qui ont imposé ces mêmes sanctions et entravé la satisfaction des besoins les plus essentiels de notre peuple, tels que les besoins en nourriture et en médicaments. Les sanctions ne créeront que des obstacles supplémentaires sur la voie d'une coopération fructueuse sur le long terme. Le peuple iranien est attaché à un certain nombre de principes et de valeurs, l'indépendance, le développement et la fierté nationale. Notre peuple évalue le comportement de son propre gouvernement en se fondant sur ces mêmes critères. Il est évident que nos partenaires doivent aujourd'hui comprendre cela et ne pas commettre de mauvais calculs dans le processus de négociation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours des négociations nucléaires en cours, le gouvernement iranien a pris des initiatives qui ont permis de créer des conditions favorables, notamment pour ce qui est du plan d'action de Genève. Nous sommes déterminés à poursuivre dans cette approche et dans le cadre de ce processus, à faire preuve de la plus grande transparence. Nos interlocuteurs doivent également faire preuve de la plus grande souplesse et être motivés. Ainsi, nous pourrons ensemble surmonter le problème et parvenir à un accord pérenne pour permettre à tous les pays de mettre l'accent sur des questions très importantes à l'échelle régionale, telles que la lutte contre la violence et l'extrémisme. Parvenir à un accord définitif et complet sera une occasion historique pour l'Occident. Cela permettra de montrer que l'Occident ne s'oppose pas à la promotion et au développement des autres et qu'il ne pratique pas la discrimination lorsqu'il s'agit de respecter les règles internationales. Un tel accord pourra délivrer un message de paix et de sécurité. Il indiquera que la voie du règlement des conflits est la négociation et le respect, non pas les conflits et les sanctions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'an dernier, notre grand pays a participé à une
élection présidentielle et a entériné le discours suivant, marqué par le slogan suivant: la clairvoyance, l'espoir et la modération prudente. Le peuple iranien a appuyé son gouvernement élu dans ses efforts visant à bâtir la paix dans le pays. Alors que d'autres pays de la région ont sombré dans la guerre et le chaos, l'Iran aujourd'hui demeure stable et sûr. Mon gouvernement applique une politique de principe en vue d'établir des échanges constructifs avec nos voisins sur la base du respect mutuel et en mettant l'accent sur nos intérêts communs. La notion selon laquelle l'Iran cherche à contrôler d'autres pays musulmans dans la région est un mythe qui fait partie d'un projet iranophobe. Ceux qui diffusent ces contre-vérités ont besoin d'ennemis imaginaires pour maintenir les tensions et pour semer la discorde et le conflit, poussant ainsi au détournement des ressources nationales du développement. Nous souhaitons aujourd'hui mettre fin à cette iranophobie trompeuse, car nous voulons nouer des partenariats stratégiques avec nos voisins. Pour conclure, l'an dernier, j'avais mis en garde contre l'élargissement de la violence et de l'extrémisme. Et cette année aussi, je peux vous dire que si la bonne approche n'est pas adoptée pour régler les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, la région sera encore plus chaotique et tumultueuse et les répercussions se feront sentir dans le monde entier. La bonne solution à ce dilemme viendra de l'intérieur de la région, de solutions régionales avec un soutien international. La solution ne viendra pas d'une autre partie du monde, du dehors. Dieu le Tout-Puissant a dit dans le Coran que ceux qui croient en lui et ceux qui font le bien vivront dans la paix et dans la sécurité et que leurs craintes seront apaisées. Je formule ici l'espoir que notre génération s'efforcera à faire de notre monde un monde sûr pour les générations futures. Et je vous souhaite tous plein succès. Dieu vous bénisse. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de la République islamique d'Iran de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants de garder leur place au moment où nous saluons le président.